Passons maintenant à cette rencontre, à Shizuku Toto, qui s'est jouée à 18 h, notamment cette défaite de la Côte d'Ivoire face au Nigeria. La Côte d'Ivoire qui avait plutôt bien entamé cette rencontre avec la pression qu'il fallait dans le jeu, la maîtrise qu'il fallait dans le jeu. Mais au finish, c'est 1-0 pour le Nigeria. C'est un tonnerre en Côte d'Ivoire. Je suis sûr et certain que les Ivoiriens vont mal dormir ce soir. Quelle analyse tu fais de ce match? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour les Ivoiriens? Alors, lorsque j'ai vu le classement de ces matchs, il y a eu deux changements importants. Le capitaine Aurier, qui n'avait pas joué le premier match, qui est défenseur, qui a joué en défense, mais comme piston, donc presque comme attaquant. Et Jean-Louis Gasset a préféré, entre guillemets, sacrifier Jonathan Bamba, qui est un peu plus sur la percussion du côté droit. Et de l'autre côté aussi, Christian Kwame, qui a été titulaire. Et lorsque je vois cette équipe de Côte d'Ivoire censée faire le jeu, c'est bien, mais avec 5 défenseurs, j'ai lu quand même un peu la peur, une certaine appréhension dans le camp ivoirien. Ils ont commencé le match, comme tu as dit, pied au plancher, avec beaucoup d'occasions, notamment avec Seko Fofana, qui a été vraiment l'homme du match du côté ivoirien. Tout, au niveau de la récupération, au niveau de l'organisation, même au niveau justement des occasions créées pour la Côte d'Ivoire. Mais après, on a vu ce qu'on craignait. Parce que lorsque vous mettez 3 défenseurs centraux, vous avez 2 latéraux qui jouent en piston, ils sont plus offensifs. Oui, Par exemple, Serge Aurier, qui avait été mis pour bloquer Chukwueze, mais n'a quasiment pas eu de face-à-face avec Chukwueze parce qu'il était toujours projeté vers l'avant. Et c'est donc Sadik, le Diomandé qui faisait la couverture ou l'autre défenseur central. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que les Nigérians, certainement, ont dû profiter de ces espaces-là en se créant beaucoup d'occasions jusqu'à cette occasion de penalty, de Diomandé déjà qui avait commis beaucoup d'erreurs sur Osimhen qui a beaucoup pesé sur cette défense. Et le capitaine Ekong n'a pas tremblé, il a pris justement le gardien Fofana à contre-pied pour ses buts assassins pour les Ivoiriens qui ne sont pas éliminés parce qu'ils ont 3 points, mais c'est quand même un coup très important qui risque justement qui leur oblige à la victoire contre la Guinée équatoriale. Alors Marvin, on a senti quand même que le Nigeria a commencé aussi cette rencontre très prudemment, sachant que cette équipe de la Côte d'Ivoire, dans les 15 premières minutes, devait vouloir à tout prix scorer. Mais quand on fait le total des actions à la fin de ce match, on se rend compte que c'est plus les Nigérians qui ont eu beaucoup plus d'occasions nettes de but, mais ont pêché un peu dans la finition par rapport à Osimhen, ce qu'on a vu, comme disait Achille tout à l'heure. S'il avait l'étoile qu'il a toujours eu dans le championnat italien, on pouvait compter peut-être 3-4-0 par rapport à ce match. Oui, d'abord, c'est pour moi le plus grand choc simplement de cette phase de groupe, en tout cas pour le moment. Et c'est une rencontre qui a tenu toutes ses promesses. En tout cas, de part et d'autre, on a vu de la détermination, de l'engagement et sur certaines phases, en tout cas, des touches particulières de la part de certains joueurs. Mais après, au finish, c'est vrai que les attaquants nigérians surtout n'ont pas eu le même réalisme qu'on leur connaît, notamment Osimhen. Il a été plusieurs fois, il a obtenu plusieurs occasions franches, malheureusement qu'il n'a pas pu concrétiser. Mais hormis ce fait, je crois que c'est quelqu'un qui a beaucoup pesé sur le jeu aussi. Il a bousculé les lignes arrière ivoiriennes, parce qu'être grand joueur, c'est ça aussi. La chance du but ne peut peut-être pas vous sourire tous les jours, mais après, il y a d'autres registres dans lesquels vous devrez exceller. Donc, c'est ce que nous avons vu du côté de Osimhen. Un grand joueur peut perdre certaines qualités
et sur le coup aussi, ils vous en montrez d'autres. Donc, c'est ce qui fait aussi la beauté du football. Ça a été une très belle rencontre. Mais du côté ivoirien, je pense que si cette équipe n'a pas pu tenir tête à cette équipe valeureuse du Nigeria, c'est aussi parce que cette équipe, à mon avis, n'a pas encore gassé, n'a pas encore une équipe vraiment type, parce que quand vous essayez de voir à chaque match, il y a toujours des petits changements qui se font. Même le positionnement. Oui, justement, de certains certains joueurs. Il y en a certains qui évoluent dans les postes qui ne sont pas leurs postes de prédilection. Plus handicapant, je crois que les Ivoiriens seront d'accord avec moi, c'est l'absence de Haller et surtout de Zaha. Quand on essaie de voir leur dernier match, ce sont des joueurs qui ont beaucoup apporté à cette équipe. C'était même Zaha qui était le dépositaire du jeu des éléphants. Et son absence, la veille de la CAN, je crois qu'à des répercussions que nous avons vues. Devant, c'est vrai qu'il y a des joueurs comme Fofana qui ont quand même tenu cette équipe, à mon avis, qui était peut-être le meilleur Ivoirien depuis le début de la compétition. C'est quelqu'un qui est très projeté en avant, c'est quelqu'un qui crée des occasions, donc qui n'hésite pas. Alors que son positionnement aujourd'hui était récupérateur. Voilà, il partait depuis justement avec beaucoup de slalom dans le camp adverse. Et je crois que pour les Ivoiriens, c'est vrai qu'il n'est pas encore trop tard de relever la face, mais je crois que quand vous êtes pays organisateur, avec toute la pression qu'il y a derrière, c'est déjà un gros coup. Donc à eux de gérer ça psychologiquement pour ne pas sombrer face à la Guinée équatoriale. Est-ce qu'on peut dire que cette défaite de la Côte d'Ivoire est plus ou moins une grande responsabilité revient au coach par rapport au choix qu'il a fait dans ce match, Marvin? Oui, c'est vrai que c'est lui qui a toute la latitude de faire les remplacements. C'est lui qui décide d'abord, avant tout, du classement type. C'est vrai qu'en fait, le football, vous savez, c'est plusieurs maillons. Donc, c'est toute une chaîne. C'est vrai que le coach, lui, il comptait sur ces joueurs-là, sur l'équipe type, parce qu'il sait, c'est lui qui a la connaissance de ce groupe, c'est lui qui les entraîne. Par rapport à la forme de dernière minute, il a jugé bon de commencer avec le 11 de départ que nous avons vu. Mais la réalité du terrain a été tout autre. En face, ils avaient quand même une grande équipe, c'est-à-dire celle du Nigeria, qui a déjoué leur plan aussi. Après tout, le football, c'est ça. À tous les matchs, vous ne pouvez pas marquer. Les occasions, ils se sont offertes, c'est vrai, certaines occasions, mais ils n'ont pas pu les concrétiser. Donc, je crois qu'il reste blâmable sur certains choix, c'est vrai. Oui. Mais après, les joueurs aussi n'ont pas manqué d'occasions pour arracher ne serait-ce qu'un match nul au finish. Donc, il a sa part de responsabilité et les joueurs aussi ont la leur. Alors, H. Zikoudoutou, comment expliquez-vous un joueur comme Gradel? On pouvait avoir besoin de lui parce que c'est un fin technicien. À côté justement peut-être de Fofana, je voulais dire, à côté de lui, ça pouvait peut-être aussi apporter autre chose, surtout qu'il jouait un cran un peu plus bas alors qu'il y avait un autre meneur de jeu devant lui, mais qui ne faisait pas le job. Comment tu expliques ça et qu'on ne l'a pas fait rentrer? Oui, mais c'est de la responsabilité de l'entraîneur. Il n'est pas annoncé blessé. Donc c'est quand même étonnant qu'en 2 matchs, un joueur aussi expérimenté que Gradel ou même Jean-Marc Seri, Seri aussi est là, au milieu de terrain, il peut, même dans les 15 dernières minutes, apporter la percussion qu'on lui connaît. Donc se priver quand même des joueurs de ce talent, même si ils sont avancés en âge, on ne peut pas prendre les joueurs de cette carrure, de cette expérience, et puis les faire des abonnés justement du banc de touche. Bon, on comprend peut-être qu'il a peut-être d'autres raisons subjectives que nous ne maîtrisons pas, mais sinon, personnellement, je pense que c'était un gros gâchis d'avoir un garçon comme Gradel, notamment aujourd'hui, où la Côte d'Ivoire était menée, qu'on ne le fasse pas entrer lors des ultimes minutes. Ouais. Il y a beaucoup de garçons, je n'ai rien contre ce garçon-là, Nicolas Pepe, il est entré lors des 2 matchs, mais il est transparent, il n'apporte absolument rien. Bamba a commencé le premier match, on a vu ce qu'on a vu, mais aujourd'hui il est entré, il n'a rien apporté. Alors peut-être que c'est la gestion de Gassé lors de ces premiers matchs-là va certainement lui donner beaucoup plus d'arguments pour comprendre que lorsqu'il sera en difficulté, même si les garçons expérimentés comme Gradel ne peuvent pas être titulaires, mais qu'ils peuvent les utiliser comme des jokers pour qu'ils puissent apporter leur expérience et
peut-être décompter les situations des prochains matchs des éléphants de la Côte d'Ivoire. Au vu de ce match, Barvin, est-ce que tu penses que le coach ivoirien va complètement chambouler son 11 de départ pour justement mettre aussi un peu de la concurrence dans tout cela? Chambouler complètement son 11 de départ, je ne pense pas, parce que ça serait peut-être l'erreur la plus grave. Le temps de trouver les automatismes n'est plus vraiment celui-là, parce que le temps il est vraiment serré, les séances d'entraînement qui restent et autres. Donc je pense que Jean-Luc Gasset, il a déjà une certaine ossature, c'est juste qu'il devrait éviter de faire un peu certains changements de façon pas trop intelligente. Nous l'avons vu aujourd'hui avec le départ, avec la présence de Aurier dans le 11 de départ par exemple, alors qu'au regard de sa forme, je crois bien qu'aux entraînements aussi ne promettait pas. Mais c'est un risque qu'il a pris en fait, un risque qu'il n'a pas payé au finish. Et pour le prochain match, je crois qu'il doit simplement compter avec ceux qui méritent d'être sur le 11 de départ, c'est-à-dire ceux-là qui sont le plus en forme. Voilà, sur les joueurs en forme du moment. Ouais. Après, j'aimerais... Karim, le garçon de Salzbourg, Oui. qui est en bourde dans son club, ben, c'est juste aujourd'hui qu'il a fait entrer, mais peut-être au temps additionnel. Bon, voilà. Le secret réside juste dans la gestion des joueurs. Ils doivent commencer le match, ceux-là qui le méritent, ceux-là qui sont en forme physiquement et qui sont capables de répondre aux attentes tactiques et techniques du coach. Alors, le Nigeria, le prochain match, comment vous appréhendez cette rencontre face à cette équipe de la Guinée-Bissau qui n'a plus vraiment quelque chose à gagner dans cette compétition? Quelle serait l'inquiétude pour le Nigeria, pour vous? Mais l'inquiétude, c'est que c'est une équipe qui sait qu'elle est dos au mur, l'équipe de la Guinée-Bissau. Oui. Donc le Nigeria va jouer contre une équipe qui n'a plus rien à perdre, qui va essayer de remporter son premier match en phase finale de Coupe d'Afrique. Et c'est quand même face au Nigeria. Et le Nigeria leur a réussi lors des éliminatoires. Rappelons que la Guinée-Bissau a été la seule équipe à battre le Nigeria. Et c'était à domicile à Abuja lors des éliminatoires de cette Coupe d'Afrique. Donc c'est une équipe qui va se jouer sur qui connaît un peu le Nigeria. Mais là, c'est la phase finale. Je pense que le Nigeria, avec justement le capital confiance que ces joueurs ont emmagasiné aujourd'hui, ça va être la tâche va quasiment être impossible pour les Bissau-Guinéens. Je vois plus les Nigérians confirmés. En tout cas, si à mauvaise performance, c'est peut-être un nul. Sinon, ils se battront vraiment bec et ongle pour arracher la victoire, parce que l'enjeu de la première place aussi est important. Oui, pour éviter les grosses machines de l'autre côté. Dans l'autre groupe, c'est pas assuré que la Guinée équatoriale finisse première, parce qu'ils jouent contre la Côte d'Ivoire, et eux, ils ont l'avantage de gagner la Côte d'Ivoire. Donc, ils devront coûte que coûte gagner la Guinée-Bissau pour être à l'aise dans ce groupe. Marvin, ce match. Oui, ce match, pour moi, je crois que les Nigérians vont l'aborder sans pression, parce que le plus dur pour eux, c'est ce qui a été fait aujourd'hui, battre la Côte d'Ivoire, pays hôte, alors qu'ils avaient démarré de la mauvaise des manières, en ne prenant qu'un seul point face à la Guinée équatoriale. Donc le match d'aujourd'hui, c'était le match à ne pas perdre. Effectivement, ils ont réussi, ils ont battu la Côte d'Ivoire, comme l'a dit Achille. Au niveau de la confiance, au niveau psychologique, ils sont gonflés à bloc. Et quand on sait que le dernier match, c'est face à la Guinée-Bissau, il y aura aussi cette envie de revanche. Ils ont subi un affront à Abuja. Et maintenant, c'est vrai que ça, c'est la phase finale. Mais je crois que le Nigeria est mieux aguerri actuellement. Donc, ils vont, pour moi, à mon avis, faire de la Guinée-Bissau une simple bouchée. Et puis, voilà, aller au prochain tour aisément en consolidant certainement la première place. Certainement la première place, parce que ça sera très important pour cette équipe du Nigeria, pour éviter les grosses machines qui viendront dans notre groupe, qui sera en face du Nigeria. On a quand même vu sur les tribunes une belle ambiance par rapport à ce match, que ce soit du côté de la chorale ivoirienne comme chez les Nigérians. Mais surtout, Didier Drogba sur les gradins, le front très fermé, je voulais dire, très déçu de ce score. Tu penses qu'il se revoit en tant que joueur dans ces cas-là? Mais d'abord, sur l'ambiance, on s'y attendait parce que la Côte d'Ivoire joue à domicile. Oui. Et on sait qu'en comparaison face à la chorale
nigérian, il n'y a pas match. Parce que là, c'est parce que les Ivoiriens jouent à domicile. Mais du côté nigérian, vous avez vu que dans des bons, mauvais moments, ils sont toujours présents. Ils ne s'arrêtent pas justement à animer. Bon, maintenant pour Drogba, forcément, c'est frustrant de se dire que là... C'est à peu près la même tête que tu faisais il y a quelques jours. Hein. Effectivement, il y a des moments où le gars, quelquefois, se dit, bon, là, est-ce que je ne peux pas descendre m'échauffer pour aller aider mes jeunes frères? Mais malheureusement, mais on souhaite que, voilà, moi, je pense que c'est un faux pas aujourd'hui. Oui. Peut-être pas un faux pas, une défaite face à une grande équipe. Donc, Drogba, avec toute l'expérience qu'il a, il va être déçu, mais quelque part, il y a ce fait que c'est le Nigeria aussi qui était en face. Donc, voilà. Ok, Marvin, rapidement. Quand on s'appelle Drogba, une telle prestation, je crois que ça ne peut pas l'égayer. C'est quand même regrettable. Mais malheureusement que sa présence aussi n'a pas permis à ce que le moral de ses coéquipiers, bon, pas de ses coéquipiers, mais de ses jeunes frères, des éléphants, soit galvanisé. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais c'est quand même regrettable. Après tout, le football, c'est ça, hein, c'est aussi le fair play. On peut vous battre aujourd'hui, et bien, espérez que prochainement, vous ferez mieux et puis vous allez corriger vos erreurs. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour ce soir. On va se retrouver donc demain à partir de midi par là pour le débriefing de la rencontre qui se jouera à 21h tout à l'heure entre l'Égypte et le Ghana. Au revoir et bonne suite de programme avec Vox TV. Le groupe AGL est un groupe dont l'ancrage africain n'est plus à démontrer. Et fort de notre expertise et notre expérience, nous fournissons des solutions logistiques globales aux acteurs économiques du continent. Je suis Maïmouna Dramé-Delo, directrice administrative et financière régionale. Je couvre la région Congo-RDC-Angola, basée à Pointe-Noire. Aujourd'hui, nous poursuivons nos efforts d'investissement pour participer à l'économie nationale des pays dans lesquels nous opérons. En effet, le groupe AGL a une politique RSE très développée. Nous participons à travers des partenariats avec des universités et des écoles à des dons de fournitures, à des dons de matériel didactique, à la construction de salles multimédia qui permettent la formation des jeunes de ces universités et de ces écoles. Nous accompagnons la réinsertion professionnelle et sociale. Nous finançons des bourses pour accompagner les jeunes jusqu'à leur réinsertion dans le marché du travail. Le groupe AGL est très sensible aux enjeux de l'environnement. Nous sensibilisons nos salariés, mais également les familles, les enfants, aux différents enjeux de l'environnement que sont la préservation de la planète et des espèces, le recyclage des déchets, l'empreinte carbone. Par ailleurs, à travers des partenariats avec des associations qui œuvrent à cette préservation, nous avons pu sensibiliser 300 000 enfants aux différents enjeux de la planète. Aussi cette année, AGL se tient aux côtés de la CAF en tant que partenaire logistique officiel pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Et nous en sommes fiers car la CAN est un événement majeur qui rassemble sur une période définie toute l'Afrique et particulièrement sa jeunesse auprès de laquelle AGL est très fortement engagée.